tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Accrochage que je co-anime encore une fois avec mon acolyte Christelle. Bonjour Christelle. Bonjour. Pour celles et ceux qui nous rejoignent, Accrochage, c'est le premier podcast sociétal ou sociéto-sportif. On n'est toujours pas d'accord sur la terminologie et ce podcast parle de violence selon différents éclairages. Alors, jusqu'à aujourd'hui, nous avons déjà parlé de violence et de sport de combat, d'arts martiaux, de cinéma, de psychanalyse et même de relations amoureuses. Aujourd'hui, maintenant que nous avons traité ces sujets, nous sommes prêtes à aller un cran plus loin. Un cran plus loin dans la violence. Parce qu'en effet, si nous avons parlé de violence, c'était surtout dans le cadre de la sécurité, de l'atteinte portée à notre sécurité. Les agressions, les coups de poing, l'insulte, les comportements pervers, etc. Aujourd'hui, nous entrons dans le monde de la sûreté. Et donc, nous entrons dans un monde où on va devoir faire face à une violence que l'on trouve certes plus rarement, mais qui n'en est pas moins explosive. Donc je pense par exemple aux manifestations, aux conflits armés, etc. Pour cela, nous avons le plaisir d'être reçus par notre enseignant et ami Yannick Federkel, enseignant de Krav Maga, directeur technique de la fédération au niveau européen, et par ailleurs expert en lutte contre la malveillance et aujourd'hui responsable de la sûreté dans différents établissements, allant de la grande distribution jusqu'aux établissements bancaires, notamment aujourd'hui. Bonjour Yannick. Bonjour Léa, bonjour Christelle. Merci beaucoup de nous recevoir pour ce podcast. Alors nous, on sait qui tu es, mais les auditeurs et les auditrices ne savent pas grand-chose sur toi, donc je vais laisser la parole à Christelle pour qu'elle nous dise un peu plus ta personnalité et qu'elle puisse faire sa présentation à sa façon. Yannick, je t'ai rencontré il y a 2 ans. À ton stage d'été de Krav Maga, j'avais 6 mois de Krav Maga, mais j'étais déjà motivée et addict au Krav Maga. Et donc moi, petite ceinture jaune, je me présente pour 4 jours de stage de Krav Maga et je te découvre. 5e darga, je me dis, gros niveau. Et plus que ça, je découvre un Krav très concret. Dans les exercices de mise en pratique que tu proposes, dans ta pédagogie, et disons-le, je surkiffe. Je surkiffe quoi ? Eh bien tout, mais notamment ta réflexion constante sur comment éviter les situations à risque. Et sinon, comment éviter de devoir rentrer dedans. Et si l'on doit rentrer dedans, eh bien savoir comment le faire efficacement. Au distributeur de billets, quand vous prenez possession d'un nouveau lieu d'habitation ou à l'hôtel, si vous êtes agressé chez vous, au feu rouge dans votre voiture, etc., etc. Cette concrétude dans l'approche trouve son apogée dans les parcours de stress qui concluent chacun de tes stages. Et je découvre aussi le maniement des armes que tu proposes. Je suis donc nécessairement bluffée. Et je suis encore plus bluffée par ta pédagogie, ton souci constant de comment faire passer la technique auprès de tes élèves. Comment leur faire passer la technique sans qu'ils soient dans la peur du coup. Addict, forcément, je reviens l'été suivant. Léa avec moi. Et entre-temps, on a monté notre podcast Accrochage. Très vite, on se dit, on doit interviewer Yannick. Au gradé de Krav Maga, responsable de la formation des futurs instructeurs de Krav Maga, ancien karatéka, expert sécurité, etc., etc., etc. On se redit, on doit interviewer Yannick. On te demande, tu dis oui, nous voici. Donc, encore merci Yannick de nous accueillir. Merci Christelle pour cette présentation. Du coup, nous entrons maintenant dans le vif du sujet. D'habitude, on demande aux gens qu'est-ce que la violence, mais on est obligé de faire une exception pour toi. Notre première question est donc quel est ton parcours pour qu'on comprenne d'où vient toute cette violence. À toi. Ok, très bien. Donc mon parcours professionnel, d'une part, je suis considéré comme un expert en lutte contre la malveillance. J'ai presque 30 ans d'expérience dans le domaine de la sécurité et sûreté à divers niveaux.
J'ai démarré dans le domaine de la grande distribution, comme agent de sécurité, dans l'attente de faire mon service militaire, parce que je vous parle là d'un temps que les moins de 40 ans ne peuvent pas connaître. On faisait encore le service militaire à l'armée à l'époque, donc j'ai démarré dans l'attente en tant qu'agent de sécurité dans un hypermarché, puis adjoint au responsable sécurité, et ensuite passé responsable sécurité pour le groupe Auchan pour un magasin. 2 ans après, j'ai été débauché par une grosse banque de Luxembourg, où j'ai été nommé responsable de sécurité pour leur compte. Et puis ensuite, plus tard, j'ai encore été débauché par la Banque internationale de Luxembourg, qui cherchait un ingénieur sûreté, puis un responsable sûreté, conception et contrôle. Aujourd'hui, je gère à peu près une centaine de sites répartis sur plusieurs pays. Toujours au niveau professionnel, je suis titulaire d'un titre 1 au RNCP, donc ça correspond à une équivalence Bac plus 5, ou si on est, selon la nomenclature LMD bien connue, un Master 2. Donc ça, c'est d'un point de vue professionnel. D'un point de vue sportif, comme tu l'as dit, oui, effectivement, j'ai démarré avec le karaté. J'ai démarré le karaté à 17 ans, je l'ai pratiqué et enseigné pendant près de 15 ans. En parallèle, j'ai pratiqué l'aïkido et le jujitsu. En fait, chaque fois que je passais une ceinture noire en karaté, j'allais voir ailleurs ce qui pouvait m'intéresser. Donc quand j'ai eu ma première dan de karaté, je me suis dirigé en parallèle vers l'aïkido. J'ai obtenu une ceinture jaune. Puis quand j'ai eu la deuxième dan de karaté, je me suis dirigé vers le jujitsu, où là je me suis un peu plus pris au jeu et donc j'ai été jusqu'à la ceinture noire première dan à l'époque en jujitsu. Et puis quand j'ai obtenu la troisième dan de karaté, là je me suis dit tiens, j'aimerais bien revoir, soit comme j'ai mûri, peut-être revoir l'aïkido si ça me conviendrait mieux, soit aller directement, moi ce qui m'intéressait c'était la self-défense à l'époque. Est-ce que je n'irais pas vers une discipline résolument tournée vers la self-défense? Il y avait 2 disciplines phares à l'époque, le Krav Maga avec Richard Douyeb, qui était quand même l'entraîneur du GIGN, donc c'est une sacrée référence. Et puis il y avait également le Penchak Silat, qui était très intéressant avec Charles Jousseau ou Monsieur Roppers également. J'ai fait un stage avec Richard et j'ai été littéralement conquis par le Krav Maga, son côté pragmatique. Alors il faut dire aussi une chose, c'est que par rapport au Penchak, il n'y avait pas de forme animale dans le Krav Maga, il n'y avait pas la forme du tigre ou du serpent, je ne sais quoi, c'est vraiment résolument pragmatique et j'ai été totalement convaincu par cet aspect-là. Du coup, j'ai arrêté toutes les autres pratiques, contrairement à ce que je faisais auparavant, et je me suis concentré uniquement sur le Krav Maga qui me passionnait puisqu'il représentait tout ce que je recherchais en self-défense, à la fois la self-défense sur des attaques pied-point, mais sur des étranglements ou sur des saisies, et également sur des armes, alors qu'auparavant j'étais obligé d'aller chercher dans plein de méthodes différentes une logique de défense. Là, tout m'était apporté, et je savais que ça fonctionnait puisque les forces spéciales de plein de pays l'utilisaient. En termes de crédibilité, on pouvait difficilement trouver mieux. J'ai donc pratiqué le Krav Maga, cette fameuse discipline orchidoclaste par nature, donc c'est cadeau, hein. Orchidoclaste, pour ceux qui ne connaîtraient pas le terme. Oui, pour la prochaine partie de Scrabble. N'est-ce pas? Orchi qui signifie testicule en grec, et claste, éclaté. Je vous laisse faire le raccourci. Pourquoi on ne nous explique pas ça Mais oui. Premier cours On peut toujours dire à quelqu'un de manière très polie, comme quoi elle est orchidoclaste. C'est nettement plus sympathique que de lui dire frontalement tu es casse-couille. Oh, c'est magnifique. Et je comprends les bonnes insultes. Et voilà. Voilà, c'est cadeau. Merci Yannick. Donc maintenant, je pratique depuis 20 ans le Krav Maga. J'ai été nommé il y a 2 ans directeur technique européen de la FEKMRD, effectivement, comme tu l'as précisé, qui représente, alors hors pandémie, hors contexte pandémie, plus de 20 000 personnes réparties dans 16 pays européens. Et le Canada est compris, même si ce n'est pas en Europe. Je dirige à titre personnel 2 clubs, ce qui représente entre 200 et 300 adultes, un en France, un à Luxembourg. Et depuis plus de 10 ans, je suis instructeur auprès des forces spéciales d'un pays européen. J'ai également instruit un MSIG, donc un peloton de surveillance, une intervention de la gendarmerie en France, et le service de protection du gouvernement d'un autre pays européen. Voilà, j'interviens à titre privé auprès d'une compagnie aérienne, d'une grande compagnie aérienne, pour former les pilotes et les hôtesses de l'air depuis près de 5 ans. En dehors des arts martiaux et des sports de combat, je pratique le tir, qui est en continuité directe avec l'approche Krav Maga, et j'adore lire, comme vous n'auriez pas pu vous en douter. Comment on appelle la didascalie, voilà, dans le décor il y a
une bibliothèque de 6 mètres de haut, au bas mot, complètement remplie. Ce qui est intéressant quand tu décris ton parcours, c'est que finalement, professionnellement, très tôt, tu es sur des questions de sécurité-sûreté, alors que le Krav Maga vient bien après. Oui, mais le karaté était déjà là. La question que je me pose, c'est les questions auxquelles tu réponds dans ton métier, donc professionnel, sont des questions différentes de celles qui se posent dans la self-défense, où il y a quand même un endroit où ça se rejoint. Les questions peuvent être les mêmes, les réponses ne seront pas forcément les mêmes. Je m'explique. Pour un agent de sécurité, par exemple, ce qu'on demande à un agent de sécurité, c'est de protéger des biens ou des personnes. Si j'enseigne à des agents de sécurité, je vais leur apprendre donc à maîtriser le fauteur de troubles ou la personne qui essaye de donner des coups. À un civil, ce que je vais lui apprendre, c'est dès qu'il le peut, qu'il prenne la fuite. S'il peut éviter d'avoir à frapper et qu'il a l'opportunité de s'enfuir, qu'il le fasse, si c'est possible. C'est pas toujours le cas, hein. Si quelqu'un vient chez vous et vous agresse, je ne vais pas conseiller à la personne de s'enfuir de chez elle, sauf si la personne est armée avec une arme à feu et que lui, à son domicile, n'a rien pour se protéger. D'accord. Par contre, je ne peux pas dire à un agent de sécurité, tu dois t'enfuir, si sa fonction, c'est de protéger un bien, sauf s'il y a un danger mortel pour lui qui ne peut pas y répondre. De la même manière, si je vais former des gens des forces spéciales, voilà, son rôle, c'est pas de s'enfuir. Son rôle, c'est de faire face, il a ses collègues pour l'appuyer, et c'est d'intervenir, et d'appréhender, de neutraliser la menace potentielle. Donc on n'est plus sur le même domaine d'action. D'accord. Ce ne sont pas les mêmes interlocuteurs, donc le registre d'action change. Ok. J'ai une autre question en réaction au parcours que tu as décrit. C'est d'abord, tu nous parles d'Auchan, et après, tu es passé sur les banques, mais j'imagine qu'on passe du... Enfin, les questions de sécurité et de sûreté, elles sont complètement différentes, parce qu'on passe du vol à l'étalage, enfin, ça doit sûrement s'appeler différemment, et dans une banque, ça n'a rien à voir. Donc comment tu t'es adapté? Alors, oui et non, puisque Auchan est un grand hypermarché. Moi, ceux dans lesquels j'ai travaillé au début, c'était un très grand hypermarché de la zone Est, hein, puisqu'on parle d'Auchan Semécourt, avec une chambre forte, tout comme une banque. Ah. Et la chambre forte n'avait rien à envier à certaines petites banques que l'on peut connaître, des petites caisses Crédit Mutuel ou autres. Elle était même plus sécurisée que ce qu'on trouvait. Après, je ne parle pas des banques à Luxembourg, avec des chambres fortes qui sont très, très sécurisées, mais ce ne sont pas les mêmes montants, on ne retrouve pas les mêmes définitions de charges que l'on retrouve dans un hypermarché. Après, il y a une problématique différente, effectivement, on retrouvera le vol à l'étalage, on retrouvera la grivellerie, etc. dans l'hypermarché, qu'on ne trouvera pas du tout dans le bancaire en tant que tel. Ça, effectivement. Surtout que la première banque pour laquelle j'ai travaillé, BNP, qui est devenue ensuite BNP Paribas, c'était une banque d'affaires, une banque privée, et donc des gros comptes. Pour ouvrir un compte, il fallait 400 000 euros à l'époque. D'accord. C'est pas une petite agence bancaire qu'on peut retrouver en France. Est-ce que tu peux nous définir en quelques mots la grivellerie, s'il te plaît? Là, on l'aura dans un restaurant, par exemple, si on parle d'Auchan, avec la chaîne Flunch, la personne qui va essayer de partir sans payer, ou la grivellerie d'essence, le carburant, qui part en s'enfuyant, en oubliant de régler la somme due. Une forme de vol très particulière. Notre podcast est vraiment axé sur la violence, et donc dans tes diverses expériences et prismes, comment est-ce que toi tu la définis? Alors, la violence, pour moi, est une menace protéiforme par nature. Je m'explique, je la définis en 4 formes essentielles. Alors, les 3 premières formes sont très classiques, hein. Vous avez trouvé la forme verbale, la forme physique, la forme psychologique. La 4e forme, je la définirais comme étant sociétale. Alors, bien sûr, je vais expliciter mes propos. La première forme, la forme verbale, on va retrouver les injures, les humiliations, les menaces. Donc, c'est très traditionnel. La 2e forme, la forme physique, bon, cela peut aller de la claque à une atteinte potentiellement mortelle, que ce soit un étranglement, une frappe, quelqu'un qui essaie de claquer une tête contre un sol ou un mur, ou une attaque avec une arme, couteau ou arme par destination même. En fait, c'est toute atteinte à l'intégrité physique. Souvent, avant, il y a pu avoir une violence verbale, et très souvent aussi, ensuite, il y aura des séquelles psychologiques pour la victime si elle n'est pas préparée et si elle n'a pas été suivie, le cas échéant. D'accord.
Je précise juste que l'arme par destination, c'est un objet qui n'est pas une arme à la base, mais qui peut le devenir comme un stylo bic. Oui, ou comme une voiture, Ou comme une voiture. par exemple. Mm. Le troisième point, c'est donc le point psychologique. Donc là, on va parler de harcèlement de toute nature. Souvent, il peut y avoir aussi violence verbale également pour dénigrer quelqu'un. On trouvera également le cyberharcèlement, qui est un modus operandi plus récent, mais qui ne rentre pas dans mes attributions directes. Et puis, il y a la violence que je qualifierais de sociétale. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? C'est lorsqu'un gouvernement a failli à assurer un de ses devoirs régaliens. Par exemple, notamment, assurer la sécurité intérieure, celle de sa nation. Des zones de non-droit. Des manifestations qui ne sont pas contenues. On prend les manifestations entre autres avec les gilets jaunes, dans lesquelles des black blocs sont venus s'insérer et qui viennent casser et piller les voitures brûlées des middle class, hein, des classes moyennes, des magasins incendiés. Donc tout ça, c'est un peu la faillite de l'état de droit. Pourtant, on sait que force doit rester à la loi, mais il y a loin de la coupe aux lèvres. Aujourd'hui, combien de quartiers où la police ne peut plus entrer ou intervenir sont risqués de provoquer des émeutes? Si on bride les forces de l'ordre, il ne faut pas rêver, elles ne pourront rien faire. On entend souvent dire oui, un taser est très dangereux, un LBD, un lanceur de balles de défense, est dangereux. Bien sûr c'est dangereux, mais certainement moins qu'une ogive de 9 lunettes Parabellum. Résultat, le policier ou le membre des forces de l'ordre va avoir peur de dégainer son arme et on en vient à des situations totalement ubuesques. Des policiers dans des véhicules que des casseurs essayent d'incendier. Dans beaucoup de pays, le criminel n'aurait même pas le temps de commettre son acte qu'il aurait déjà été neutralisé par 124 grains de diplomatie. 124 grains, c'est le poids d'une ogive de 9 mm, soit 8 grammes pour information. Cette forme de violence-là, et les trois autres d'ailleurs, sous quelle forme est-ce que tu les rencontres, toi, à la fois dans ta vie sportive et dans ta vie professionnelle? Alors, je vais te répondre sous 3 axes différents. Mon point de vue personnel, comment je rencontre moi en tant que personne, en tant que professionnel de la sûreté et en tant qu'instructeur de Krav Maga, puisque j'ai des retours d'expérience qui peuvent être intéressants aussi. Bien sûr. En tant que particulier, je rencontre de rares fois de manière verbale. Ça peut être en voiture par exemple. La personne n'est pas contente parce que je roule peut-être pas assez vite pour elle ou que j'utilise mon kiloton quand je tourne, ce qui peut choquer, je peux comprendre. Très rarement physique. Je me suis battu au collège, hein, comme à peu près tout le monde, je pense. Je pense pas être une exception. J'ai dû me battre une seule fois, et c'était rapide, puisque je pratiquais déjà le Krav Maga, et j'ai réagi correctement, donc ça n'a pas été plus loin. Ça a été un direct et un coup de pied au parti, et j'ai pu partir tranquillement. Et l'autre personne a pu se reposer. Et voilà, en tant que particulier. Après, bien sûr, en tant que particulier, je la rencontre de la manière sociétale, comme tout le monde, puisque forcément, s'il y a des manifestations ou autres, moi, ma voiture n'a jamais été brûlée, mais si j'ai habité dans ces quartiers, je l'aurais rencontré, et un jour, qui sait, peut-être, je pourrais y être mêlé. Sinon, je n'ai jamais eu de cyberharcèlement jusqu'à ce jour. Bon, maintenant, après ce podcast, je ne suis pas sûr. En tant que professionnel de la sûreté, par contre, en début de carrière en hypermarché, je l'ai rencontré. Quelques bagarres et plusieurs altercations, mais j'ai eu de la chance, rien de trop méchant. C'est pas toujours le cas, hein. J'ai des collègues qui ont eu des situations très périlleuses. Ensuite, en tant que responsable sécurité ou sûreté dans le domaine bancaire, ça ne s'est jamais plus produit. Je pense que le pire que j'ai rencontré dans la banque, c'est une personne qui, une fois, pour manifester sa profonde exaspération, a ouvert le dernier bouton de sa chemise sous sa cravate pour protester avec la plus grande véhémence. Je grossis à peine le trait. D'accord? Quand on a des gros clients, ils vont se permettre de souffler. Voilà. Voilà toute leur exaspération, et là, attention. Oui, mais on sait que les crimes en col blanc sont d'une autre nature. Tout à fait. Ensuite, en tant qu'instructeur de Krav Maga, alors là, cela dépend du public. J'ai de très bons rétextes, donc le retour d'expérience de la part des forces spéciales, ainsi que des pilotes hôtesses de l'air, voire parfois de mes élèves, soit avant leur inscription, qui m'expliquent le pourquoi de leur venue dans mon club, effectivement, soit après pour débriefer, quand ils ont rencontré un événement particulier. Un des premiers rétextes que j'ai eu de mes élèves, c'était un docteur, qui était quelqu'un d'assez doué d'ailleurs en Krav. Il n'a jamais fait de sport de combat de sa vie, mais il était fluide et très dynamique. Et un jour, je devais faire 6 mois que mon club était ouvert, j'ai mon fameux docteur qui vient, et je l'entends crier de dehors:
Yannick, ça marche. Je dis, qu'est-ce qui lui arrive, lui? Donc, il rentre dans la pièce où je me changeais, je dis, ouais, qu'est-ce qui marche? Puis écoute, je me suis fait agresser. Je dis, non, sérieux? Il me dit, ouais, j'étais dans une maison de retraite. Alors là, j'ai craint le pire. Je dis, qu'est-ce qui lui arrive dans une maison de retraite? Et il me dit, et je vais dans un vestiaire et je tombe nez à nez avec un drogué qui est en train de faire les poches des affaires des petits vieux, en fait. Et il me dit, et ben, ce gars, ni une ni deux, il se retourne et il se jette sur moi pour m'étrangler. Et il met ses deux mains autour de ma gorge et il commence à serrer. Et je dis, et qu'est-ce que t'as fait? Il me dit, oh, bah, j'ai décroché avec mes deux mains, coup de genou, et j'ai même pas eu besoin de mettre un coup de poing, il est tombé. Et il me dit, et donc ça marche. Je dis, mais oui, enfin, t'es médecin, un coup de genou à le testicule, normalement, ça marche, tu vois. Puis il n'y a pas de doute, quoi, c'est pas une découverte. Puis, ah non, mais c'est trop bien, j'ai pas eu à réfléchir, c'est parti comme ça. Et ça a été mon premier retour d'information, comme quoi le Krav Maga avait été mis en application par un de mes élèves. Le deuxième que j'ai eu, mais alors juste dans la foulée, c'était avec le PSIG, donc le peloton de surveillance des interventions de la gendarmerie, qui lui, je leur avais donné un stage, et le soir même du stage, ils partent en opération dans une ville qui est un peu chaude par rapport à mon quartier. Et un des crapauds du coin, donc un crapaud, c'est les fameux jeunes, ils font quoi Ah ouais. ouais, c'est un qu'on utilise en règle générale. Donc un de ces crapauds lui saute au col et commence à le saisir. Et là, il a mis en application ce que j'ai montré, c'était un coup de pied au tibia pour casser la dynamique et récupérer des doigts pour faire une clé de doigt et l'emmener au sol et le maîtriser. Et de par cette clé de doigt, il l'a amené au sol très tranquillement. Puis après, immobilisation, un genou dans le creux des reins, un genou au niveau des cervicales, menottage, et c'est terminé. Il a pu calmer la personne, il a neutralisé la personne, il lui a demandé de bien vouloir éviter de réitérer ce geste malencontreux à son égard. En d'autres termes, moins policé sans doute, mais a priori il a compris. Et souvent, par contre, ce qui m'est dit, la grosse problématique, c'est la montée en puissance d'une agression, qui est très délicate à gérer, cette fameuse zone grise dans laquelle on sent que ça part en sucette. Et c'est juste avant que l'agression soit commise. L'adrénaline commence à bien monter, on sent quelque chose qui n'est pas normal, mais qu'est-ce qu'on fait puisqu'on verra, il faut se rappeler, les chiens de défense, on n'a normalement pas le droit de frapper le premier, sinon c'est nous qui sommes l'auteur des coups, donc c'est jamais évident. Donc c'est l'escalade lors de l'altercation en somme. Et ça, pour éviter d'être trop embêté, mais ce sera toujours embêtant, mais pour limiter la problématique, il faut essayer de fixer à l'avance les limites à ne pas franchir avant l'incident. Parce que c'est très difficile de réfléchir dans l'action et c'est même dangereux parfois parce qu'on risque de louper les signes avant-coureurs de la dite agression. Donc par exemple, je m'explique, moi quand j'étais en hypermarché, mais ça reste d'actualité aujourd'hui, la limite que je me suis fixée, c'est on ne doit pas poser la main sur moi. Je ne laisse pas poser la main sur moi, en aucun cas. Si la personne pose la main sur moi, j'entreprends mon acte de défense. D'accord. La personne peut m'insulter, je m'en moque. Généralement, ce qu'il dit, ce n'est pas vrai, donc je ne vais pas m'en offusquer. Et si c'est vrai, pourquoi je m'en offusquerais? Puisque c'est vrai. Puisque c'est vrai. C'est aussi simple que ça. Donc, les paroles, j'ai aucun problème. Des gestes à distance, j'ai aucun problème. Dès lors qu'on va rentrer dans la confrontation physique avec un risque pour mon intégrité physique, là par contre, j'ai fixé ma limite et je réagis en conséquence. C'est ce que j'invite tout le monde à faire au départ, puisque si c'est pas sur le moment où vous ne pourrez pas réfléchir, vous n'aurez pas l'esprit clair, et si vous commencez à réfléchir à autre chose, vous verrez peut-être pas le coup de poing qui va partir, ou la main qui va dans la poche pour sortir une arme. Voilà ce que je peux répondre à ta question. D'accord. Question suivante. Donc on comprend que tu as des publics qui sont très différents dans tes élèves, à la fois des gendarmes, à la fois des gens un peu comme nous, enfin comment des mortels. Moi je sais que voilà, par exemple mon but c'est jamais d'immobiliser ou d'extraire. Donc on a voilà, des problèmes. Les publics auxquels tu enseignes ont des problématiques différentes. Et pourtant, enfin, la violence qu'on reçoit en face reste la même. Donc, comment tu prépares tes élèves et les unités auxquelles tu enseignes et comment l'enseignement, tu le fais différer? Quel est l'ajustement que tu fais? Alors, à la base, il y a un besoin commun, c'est le besoin de sécurité. Et il est essentiel pour tous. Que l'on soit membre des forces spéciales ou un citoyen lambda. Ça ne change pas. La meilleure preuve, c'est, tout le monde connaît, je pense, Abraham Maslow, ce psychologue US dans les années 40 qui a établi sa fameuse pyramide avec les besoins hiérarchisés en fonction des strates.
la première strate, la première tranche de cette pyramide, ce sont les besoins physiologiques. On retrouve la nourriture, l'eau, le sexe, le sommeil, par exemple. Et tout de suite, en deuxième position, qu'est-ce que l'on trouve ensuite? C'est la sécurité. Alors, c'est la sécurité de l'intégrité par rapport à l'intégrité physique, bien sûr, mais pas seulement. On va retrouver aussi, en associant la sécurité de l'emploi, la sécurité par rapport à sa propriété ou aux ressources auxquelles on peut avoir accès. Ensuite, on retrouvera l'amour, l'appartenance en troisième strate, l'estime, et puis on finira avec l'accomplissement de soi. Donc on voit très bien que le besoin de sécurité est un besoin important pour l'être humain. Et tous les besoins sont continuellement présents, mais certains sont plus sortir que d'autres à un moment donné. Par exemple, si tu n'as pas d'eau à ta disposition, si tu ne peux pas t'hydrater, tu vas être capable de mettre en péril ta vie pour récupérer de l'eau et t'abreuver. Sinon, tu vas mourir, donc tu n'as pas le choix. Oui, il faut satisfaire la base de la pyramide. Donc en clair, tes besoins physiologiques priment à un moment sur tes besoins de sécurité. Donc ça c'est vraiment la base, tout le monde en a besoin. Et justement, puisqu'on parle de base, dans tous les cas, qu'on soit membre des forces spéciales, qu'on soit gendarme normal ou policier, ou agent de sécurité, ou qu'on soit militaire, ou simple civil, qui n'a aucune vocation à se battre dans la rue, normalement, si on n'agresse pas, il y a une base commune, c'est on n'apprend pas à courir avant de savoir marcher. En clair, il faut, tout le monde devra apprendre à frapper correctement. Pour donner un coup de poing, par exemple, il faut apprendre à verrouiller correctement son poing. Et puis ensuite, on va apprendre à frapper avec son poids de corps. Alors, en fonction des publics, dans certains cas, ça va être important de donner la précision. Un simple rappel sur l'utilisation du poids de corps. Pourquoi comment ça fonctionne? On va parler de l'énergie cinétique. Si je parle d'énergie cinétique aux gens qui ont fait quelques études scientifiques, voilà, la moitié de la masse multipliée par la vitesse au carré, c'est l'énergie cinétique qu'on va pouvoir déployer. Ça va permettre de comprendre tout de suite à ce type de personne. Et sinon, on va pouvoir l'imager, expliquer. Ensuite, en fonction des groupes et des individus, il faut s'adapter. Comme tu l'as dit, un civil aura des besoins différents, totalement différents, d'un membre des forces spéciales de la police, par exemple, ou d'un militaire qui va être déployé en Afghanistan, ou encore d'un pilote de ligne ou d'une hôtesse de l'air qui vont se retrouver à un moment confinés dans un avion, et qui ne pourront pas s'enfuir, par exemple. Il faut aussi se souvenir, et ça c'est très important, je le précise toujours dans mes cours, dans 98 à 99% des cas, la situation peut se régler par le simple dialogue. On va chercher ce qu'on appelle la désescalade. Oui. Par contre, pour le 1% restant, il reste le Krav Maga et ses principes. Toujours avec le respect des lois en vigueur par rapport au pays. Alors pourquoi? Parce que dans le 1% restant, vous n'aurez peut-être pas le temps de pouvoir parler, ou alors vous n'aurez plus la capacité de parler. Une personne qui met ses deux mains autour de votre gorge pour vous étrangler, vous pouvez essayer de parler comme vous le voulez, je ne suis pas sûr il puisse vous entendre, et puis quand on en est arrivé à ce stade-là, au niveau intime, je pense que vous pouvez dire ce que vous voulez, ça ne servira plus à rien. Donc, ensuite, la plus grosse difficulté qu'on va rencontrer, mais on rencontre dans plein de domaines différents, c'est ce qu'on appelle l'effet Dunning-Kruger, qu'on peut un peu rapprocher de l'ultra-crépidarianisme. Donc c'est cet effet de surconfiance en fait, le biais cognitif par lequel les moins qualifiés dans un domaine surestiment leurs compétences. On connaît tous des amis qui sont experts Facebook. Un jour, il va être expert en politique économique. Le lendemain, il aura un doctorat en épidémiologie et il pourra évoquer la pandémie avec vous. Et puis le surlendemain, sans doute, il aura des connaissances aéronautiques suite à un crash d'avion. Et en même temps, il sera peut-être électro-boulanger ou électro-pâtissier. Et les gens ont ce biais cognitif, et il va falloir travailler dessus. J'ai donné un exemple tout simple. Je suis tireur sportif. Un jour, après avoir tiré, on allait dans le bar, entre guillemets, puisque moi je ne bois pas d'alcool, mais après le tir, ils ont le droit de servir des boissons alcoolisées. Avant, c'est interdit. Pendant, on n'en parle même pas, bien évidemment. Et il y avait un très bon tireur sportif, puisqu'on parle d'un champion de tir régional, qui expliquait, suite à l'agression de policiers par un terroriste armé d'un couteau, ça se passait dans une préfecture, je crois, à la mémoire, que pour lui, ce serait facile de tirer sur un agresseur en mouvement sans le louper. Et il prenait l'exemple, on disait, voilà, si quelqu'un passe cette porte-là, je sais que j'ai le temps je sais que je peux le toucher à tous les coups, même s'il court. La porte se trouvait à moins de 4 mètres. Donc j'ai juste arrêté, j'ai dit, tu sais, le tir sportif est une chose, le tir de défense en est une autre totalement différente. Je vais juste te donner un exemple. Si tu te mets à la place du policier,
Le policier n'avait pas son arme dégainée avec le doigt sur la détente, comme toi quand tu vas effectuer ton tir sur ta cible en papier qui ne bouge pas. Mais là, l'exemple que tu me donnes, il y a une porte. Donc, tu vas avoir l'effet de surprise quand la porte va s'ouvrir. La distance est de 4 mètres, tu n'aurais même pas le temps de dégainer. Pour info, il faut 1 seconde 5, donc 1 seconde et demie, pour franchir une distance de 7 mètres à une personne qui court. Donc là, tu es à 4 mètres. Tu n'auras même pas le temps de réagir. Et même si la distance était un peu plus longue et qu'il y a le temps de réagir et de dégainer, le fait que tu le touches ne va pas signifier que tu l'arrêtes. Et donc, il aura encore le temps de te poignarder 2 ou 3 fois avant. Mais la personne, pourtant, était confiante en ses capacités à stopper un individu qui aurait été armé d'un couteau et qui fonçait sur lui. Parce qu'elle n'a pas ce domaine de compétence. Le domaine de l'arme, il l'a. Il maîtrise très très bien son arme. Bon, c'est un calibre léger, mais peu importe. Mais c'est un très bon tireur. Mais c'est un très bon tireur sans stress, si ce n'est le stress de la compétition. Oui. On n'a pas les mains moites et on n'a pas le cœur qui va battre à 180 quand on va aligner une cible, ce qui n'est pas le même cas quand vous avez un malade mental qui vous fonce dessus avec un couteau, par exemple. Sans l'environnement. Enfin, et sans le reste de l'environnement. Tout à fait. Tout à fait. Et donc, par rapport à cela, on va retrouver une base pédagogique en PNL, donc en programmation neurolinguistique, qui correspond aux 4 phases d'apprentissage. Quand une personne arrive, elle représente ce qu'on appelle l'inconscient incompétent. En clair, je ne sais pas faire. Là, clairement, c'était le cas de la personne que je viens de nommer. Elle ne sait pas qu'elle ne sait pas faire ce type de défense. Si on prend l'exemple en Krav Maga, ça va être le débutant, le pur débutant, qui n'a jamais fait de pied-point avant, qui arrive en cours, qui voit le prof dans sa démo faire une défense sur coup de poing, mais alors plein pot, comme on le fait toujours en Krav Maga, sans aucune explication, boum boum, je défends, puis après où on va détailler. Et lui, il va essayer de reproduire la même chose en faisant des coups de poing n'importe quoi dans le vide, sans bien fermer le poing, sans la forme de corps respectée, aucun poids de corps. Et dans un premier temps, il aura l'impression de faire comme le prof, aussi bien, voire pour certains même mieux. Et puis très vite, si cet élève est raisonnable et constant, il va se rendre compte que quelque chose ne fonctionne pas, que ça ne marche pas. Et là, il va aller dans la deuxième phase d'apprentissage qui est le conscient incompétent. Il va se rendre compte qu'il ne sait pas faire. Ah, c'est moins drôle cette phase-là. Et elle est particulièrement frustrante en plus. Alors si je prends un exemple, ça va être le poids de corps. C'est un exemple le plus classique en Krav Maga, comme en boxe, c'est que l'élève ne frappe pas avec son poids de corps. Donc on va lui dire, attention à ton poids de corps. Alors le fait de lui dire ça ne suffit pas, il va falloir le corriger également. On va lui dire, voilà, pour donner ton poids de corps, il va falloir que tu pivotes sur le pied du bras qui frappe, et puis tu vas engager ta hanche va permettre de passer ton épaule va te permettre de passer ton poids de corps si tu donnes bien la force de la bonne direction dirigée. Mais il va avoir du mal au départ. Puis ensuite, il va glisser dans la troisième phase, qui est celle du conscient compétent. C'est-à-dire que quand il y pense, il arrive à le faire. S'il te plaît, pense à ton poids de corps. Ah mince, boum. Et là, l'élève le refait et ça fonctionne. Jusqu'à ce qu'il arrive à la quatrième phase, qui sera celle de l'inconscient compétent. Il n'aura plus besoin d'y penser pour le faire correctement. Et là, on a gagné l'objectif. Il saura se défendre par rapport à ça, avec toute la puissance corporelle qu'il peut dégager lors d'une frappe. Alors, pour revenir plus en détail sur ta question, il y a des modules spécifiques qui peuvent être créés. Par exemple, j'ai des femmes qui viennent me voir pour des défenses ou de la prévention. J'ai créé un module spécifique centré sur la défense des femmes avec les principes de prévention ad hoc. Ou des stages spécifiquement dédiés, risque d'attentat. J'ai d'ailleurs un élève qui était revenu par rapport à un attentat de Nice. Donc on est le courrier là date du 19 juillet 2016. Donc pour restituer le contexte, on est le 14 juillet 2016. Un terroriste prend un camion et fonce sur la promenade de Nice, la promenade des Anglais, et va faire, je crois, de morts, c'était 86 morts. Et le 19, donc bien sûr moi j'ai suivi les activités, le 19 je reçois ce petit email qui me dit, voilà, je vous le lis en direct, bonjour Yannick, premièrement j'espère que tu vas bien, moi oui, et un peu grâce à toi, je tiens à te faire part de mon expérience en situation de stress extrême. J'étais à Nice ce soir du carnage sur la prom, et pile là où le camion s'est stoppé et a commencé à tirer, pile là où la plus grosse masse de personnes se trouvait et est partie dans un mouvement de foule de malades.
qui est aussi cause de mort car beaucoup se sont fait piétiner. J'étais avec mon fils de 3 ans en poussette, ma fille de 5 ans, ma nièce de 10 ans. Elle a tout compris et est traumatisée. Et ma mère. Grâce aux enseignements pédagogiques que tu nous as dispensés, grâce aux petits trucs et astuces et à la préparation physique que tu nous fais subir, j'ai pris les bonnes décisions, j'ai gardé toute ma lucidité et j'ai réussi à réfléchir sur la meilleure décision à prendre pour sauver ma famille, mais aussi de faire en sorte que les plus petits ne comprennent rien à ce qui s'est passé, et ça a marché. Alors je te le dis encore, merci, et cela prouve avec force que le Krav ce n'est pas que des coups de pied aux couilles. Là c'est Dixit mon élève, soyons bien clairs. Donc, oui, là c'est clairement le cas typique d'un civil. Un civil, je vais pas lui apprendre à neutraliser un terroriste. C'est pas son but, c'est pas sa fonction. Sa fonction à lui, là dans le cas présent, et c'est ce qu'il a très bien fait, mettre en sécurité sa personne et sa famille. Voilà ce qu'il doit faire. Il n'a pas le temps de faire autre chose. S'il avait été seul, peut-être qu'il aurait pu envisager autre chose. Mais dans le contexte là, non. Et il l'a très bien fait. S'il avait été un membre des forces spéciales, la réactique aurait été totalement différente. Et même maintenant, ce qu'on appelle un primo-intervenant, un policier, la réactique sera totalement différente. C'est intéressant ce qu'il indique sur faire en sorte que les petits ne comprennent pas ce qui se passe. Je me demande un, comment, et deux, si c'est vraiment possible. Dans l'immédiat, si, à l'âge qui nous indique 3 ans, 5 ans, ça peut encore être passé pour un jeu, si ils ne comprendront pas tous les gens qui se font écraser en direct encore. Peut-être. Il y a le feu d'artifice peut-être. Aussi, Le 3 ans, il y a plus de chances que 5 ans. Le 10 ans, c'est mort. Alors, faut pas rêver, à l'âge-là, elle comprend tout. Hein. Ah oui, donc c'est transformé en jeu. Tout à fait. Donc, pour résumer, c'est la même base enseignée à tous. Le Krav Maga, qui est complet. Mais l'accent va être porté sur les besoins spécifiques. La police, par exemple, a un grand classique, la protection de l'arme de service. Empêcher que quelqu'un puisse se saisir de son arme. En France, ça sera le Sig Sauer P2022, en 9 mm Parabellum. Luxembourg, ça peut être leur arme de service qui est anciennement des revolvers, maintenant sont passés également en 9 mm Parabellum en pistolet, que ce soit Glock ou un autre. Sur un militaire, ça sera son FAMAS aujourd'hui, où la nouvelle arme de service va être dotée très prochainement. Pour un... Juste une question, chaque corps a vraiment une arme dédiée. Ça dépend des pays. Aujourd'hui, police, gendarmerie, douane ont la même arme de service normalement, sauf quelques services à part au sein de ces institutions, mais c'est le Sig Sauer P2022. Voilà, okay. C'est un pistolet semi-automatique chambré en 9 mm qui fait tout à fait le job. 9 mm, c'est une bonne munition qui correspond au maintien de l'ordre. Si une personne, un agent, a une préférence pour un autre type d'arme, ce sera sur du tir personnel, privé. Voilà, mais pas en service, okay. Sauf, encore une fois, certains services particuliers qui ont la possibilité d'avoir soit leur arme qu'ils choisissent, ou alors qu'ils vont retrouver une arme qu'on retrouve de manière très classique, un Glock par exemple. Beaucoup de services sont équipés de Glock. D'accord. Pardon, je t'ai coupé. Mais je t'en prie. Tant que c'est pas avec une lame, ça va. Donc je parlais de la protection de l'arme de service ou le travail en équipe également pour la police. Parce que ça, il faut pas l'oublier, on va pas demander à un policier ou même à un agent de sécurité quand il travaille en équipe d'être un surhomme, c'est pas le but. Le but, c'est de mettre en sécurité les gens ou les biens dont il a la garde, et puis de se prémunir des dangers physiques. Et s'il travaille en équipe, il peut s'appuyer sur une équipe pour maîtriser un individu qui est dangereux. C'est particulièrement vrai en police ou en gendarmerie quand ils interviennent. Si on prend un militaire en close combat, lui ne va peut-être pas se contenter de simplement désarmer un agresseur armé d'un couteau. Sur un champ de bataille, c'est pas ce qu'on va lui demander. S'il récupère le couteau, peut-être qu'il va l'utiliser pour neutraliser définitivement le dit agresseur. Sauf s'il doit l'interroger par la suite. Le civil, par contre, lui, on va essayer de lui faire comprendre qu'il doit absolument privilégier la fuite dès que possible. Voilà, à chaque fois, il faut adapter la réponse en fonction du public type. Oui, et puis injecter la fuite comme vraie technique et vraie solution, ça permet de sortir de ce dont tu parlais tout à l'heure, de l'inconscient incompétent. Non, de la personne qui est biaisée en pensant qu'elle est plus compétente que ce qu'elle ne l'est vraiment, quoi. Oui, c'est ça, c'est l'inconscient incompétent. Il se rend pas compte qu'il sait pas faire. Oui, et donc savoir que la fuite est une compétence, en fait, ça permet vraiment de se mettre en sécurité. J'ai une question, Yannick. Je me demande, quand on a ces niveaux-là,
qu'est-ce qui te motive à faire, entre guillemets, du tout venant comme nous, enfin, c'est-à-dire donc du civil, en tout cas comme moi, tu vois, un faible niveau technique, et puis sans velléité de développer une technicité. L'idée, c'est d'être efficace, où je me dis, mais attends, j'ai 10 ans, mais il doit répéter la même chose, ça doit le lasser, plutôt que de concentrer sur les forces spéciales. Moi, je trouve ça louable, mais j'aimerais comprendre comment tu gardes ta motivation à entraîner des profils aussi différents et des gens qui, donc, quand ils sont civils, vont avoir une technicité faible. Et comme tu l'as dit, ton but, c'est pas de créer des super-héros ou héroïnes du Krav Maga. Donc, comment tu gardes cette motivation? Qu'est-ce qui fait que tu as ce goût pour cet entraînement de public si divers? Alors, en fait, moi, ce que j'ai toujours cherché dans les arts martiaux, ça a toujours été le côté self-défense. Même du temps où je pratiquais le karaté, j'ai fait la compétition, j'étais champion de régional, mais c'était pas ce qui me plaisait. Moi, j'avais fait de la compétition juste pour voir ce que c'était. J'ai pas cherché plus. Bon, j'ai eu un titre, j'étais content, tout allait bien, mais c'est pas ce qui m'éclatait. Moi, je pratiquais pour pouvoir me défendre. C'est ce qui m'intéressait vraiment. Donc, comme c'était mon objectif, tout naturellement, une fois que j'ai appris des techniques qui me semblent bien efficaces, le plaisir de les transmettre est important. Et puis, je rencontre plein de personnes de profils différents, et c'est autant d'expériences riches et variées. Et on apprend autant de ces élèves que nos élèves apprennent de nous. Parce qu'il y a des questions qu'on m'a posées parfois, il y a des choses que je n'aurais pas pensé. Parce que les gens ont des parcours variés de vie, et parfois ils ont eu des agressions, et on dit tiens oui ça, comment tu ferais ça? Et je me dis mince, attends, là je t'avouerai que ta question je ne m'étais jamais posée, maintenant je vais y réfléchir, je veux pas dire de bêtises, je réfléchis un peu dans mon coin, je reviens, je vais essayer 2-3 trucs, puis je te dirai ce qui peut marcher à mon avis ou pas, et puis si besoin je demanderai à d'autres amis qui connaissent bien le domaine et puis qui pourront me dépanner également. Et puis voilà, et puis tu rencontres plein de personnes tellement riches d'expérience, et puis c'est un plaisir de pouvoir converser et d'apprendre. Et puis après, au fait, c'est toujours pareil, avec tes élèves, ton club, après, ça devient une seconde famille. Donc tes élèves, c'est plus vraiment des élèves après. Quand tu côtoies des personnes pendant 5 ans, 10 ans, maintenant pour certaines 15, presque 20 ans, tu le considères ok comme un élève par rapport au club, mais derrière c'est devenu quasiment un ami ou un membre de seconde famille, parce que ça en fait, hein. Je passe 4 soirées par semaine à donner cours, je parle pas des stages à côté, oui, c'est forcément, on devient très proche ensuite. Et puis ça permet de varier. Bon, après il y a des expériences très sympas, hein. J'avouerai que former les hôtesses de l'air, il y a pire. D'accord. Pour être très clair, j'avoue, c'est d'ailleurs c'est l'ensemble qui voilà, bien évidemment, mais les hôtesses, en plus c'est une compagnie particulière, donc de grand luxe. La moitié des hôtesses de l'air, quand elles ne font pas parce qu'elles travaillent en 2 semaines de travail, 2 semaines de repos, quand elles ne travaillent pas pour la compagnie aérienne, beaucoup d'entre elles font du mannequinat. Donc on a connu pire comme travail, tu vois, ou comme occupation. D'ailleurs, j'ai. Quand tu nous donnes cours à nous, voilà. Ouais, c'est pareil. Moi aussi, je fais du mannequinat, dans exactement. la combinaison de craft, je comprends pas. Ça va de soi, mais. On fait le kimono comme personne, Christelle. Je n'en dis ce qu'on vient pas. Et donc, c'est vrai qu'à ce niveau-là, par exemple, j'ai jamais eu autant d'assistants volontaires pour me remplacer, pour donner ces cours. Je sais pas pourquoi. Ouais. Bizarrement, avec les forces spéciales, moins. Mais avec les hôtesses de l'air, ils sont tous d'accord. C'est l'aéronautique, ça ne peut être que ça. D'ailleurs, certains seraient même prêts à me payer, je pense, pour donner les cours. L'aéronautique, c'est. Mais c'est une demande qui est très ponctuelle, ou c'est lié au 11 septembre et à ce qui s'ensuit? Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que dans les règles aéronautiques, il y a une obligation pour les compagnies aériennes de former leur personnel à un minimum de réactique par rapport aux agressions. Donc cette compagnie aérienne, c'est une compagnie aérienne qui est basée sur Luxembourg pour ma part, elle s'est pas embêtée. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a contacté, elle a fait des recherches. Je pense qu'à côté de ça, ils ont contacté aussi les forces spéciales, comme souvent, ou les forces de l'ordre, qui ont dit, écoutez, on a un tel qui forme, et puis voilà, ils sont revenus vers moi, ils ont fait des appels d'offres à 2 ou 3 autres formateurs, et puis ils m'ont retenu, même si j'étais de loin, je pense,
Ils n'étaient pas là des moins chers, hein, de très loin, mais peu importe, eux, ce qu'ils voulaient, c'était un profil ciblé et qui connaissent un peu sa partie. Donc, et voilà comment c'est arrivé. Et j'interviens chez eux une fois par semaine. D'accord. Et tu prends en compte les perturbations, les choses comme ça, les trous d'air Oui, Ah ouais bien évidemment, bien sûr. D'accord, donc Et les choses les choses les plus complexes dans ce domaine-là, c'est notamment l'exiguïté par rapport au cockpit ou l'exiguïté du couloir aussi. D'accord. Le fait de tous les avions, là on parle d'avions, on parle beaucoup d'avions privés hein, dans le cas de cette compagnie-là. Ça s'adresse plus à des gens très riches qui ont leur avion personnel. Alors ça va du Falcon à l'Airbus, hein, entendons-nous bien. Hein. Donc c'est pas tout le monde qui a un Airbus personnel. Non. D'accord. Ouais, c'est le petit au gros avion. Mais qui ne veut pas avoir un équipage à temps complet. Donc par ce biais, ils vont faire appel à ce type de compagnie que je forme et qui vont fournir un équipage au top. Pilote, ingénieur, donc mécanicien de bord, steward, effectivement, et hôtesse de l'air. D'accord. Ah oui, qui doivent être bons dans les gestes médicaux. Tout à fait. De l'incendie, en protection incendie, en prévention. Et puis, si c'est un Falcon, par exemple, la problématique, c'est qu'il n'y a pas de porte pour séparer le cockpit. Contrairement à un avion ligne qui a obligatoirement une porte blindée qui va être fermée et quand elle ouvre, il y a un personnel qui va être devant pour sécuriser, etc. Je savais pas qu'elle était blindée. Je pensais qu'elle était juste super lourde. Alors généralement, quand une porte est super lourde, il y a quelques probabilités qu'elle soit légèrement blindée. Si c'est en décollage, c'est normal qu'elle soit bien super sûr, il y a la lourde. poussée. À 3G, et je vous avoue qu'à 3G, la porte elle est super lourde, mais même ton corps il est super lourd. Comment tu parles de... La question suivante qu'on voulait aborder avec toi, c'est sur l'évitement de la violence. C'est comment on l'évite et est-ce qu'il faut l'éviter? Donc tu nous as déjà parlé de la fuite, mais est-ce qu'il y a d'autres sujets que tu aimerais aborder sur cette question? Alors, en réel, si possible, bien sûr, oui, il faut absolument essayer de l'éviter, si cela est faisable, et aussi si cela n'exige pas trop de concessions de notre part. À chacun de fixer sa limite de l'acceptable. Je l'ai dit tout à l'heure, moi j'ai fixé mes limites à l'époque, je conserve cette limitation sur laquelle je me suis basé, mais chacun a la sienne. Il faut savoir que, de mon point de vue, il n'y a pas de gagnant dans un combat. Parce que si vous devez mener un combat, c'est que vous avez perdu au niveau prévention, à la base. Ou au niveau négociation, en disant que vous ne voulez pas vous battre, sauf si le gars vient directement à une agression pure et simple, et vous n'avez pas eu le temps de parler. Et puis l'autre problématique, et celle-là elle n'est pas des moindres, c'est qu'en règle générale, si vous êtes the good guy, vous serez solvable. Ce qui est rarement le cas du crapaud qui va vous agresser. Mais qui pour autant n'hésitera pas une seule seconde, même si c'est lui qui vous agresse, à après aller en justice pour attenter une action contre vous. Dans la plus parfaite mauvaise foi. Je sais, moi j'ai vécu la situation 2 fois, donc je peux en parler, je me suis retrouvé 2 fois au tribunal. C'est dans le cadre de mes fonctions à l'époque, j'étais encore dans l'hypermarché. Et 2 fois, il y a eu des bagarres, je suis intervenu, la personne avait frappé la première, bon, une fois j'ai infligé un KO, une autre fois j'ai frappé, j'ai maîtrisé la personne, mais à chaque fois ils ne sont pas gênés pour déposer plainte. Hein. Alors que, heureusement pour moi, il y avait des vidéos, et qu'elles prouvaient bien que c'est lui qui avait frappé le premier, que moi j'avais utilisé juste de la force nécessaire pour le maîtriser, en respect de la légitime défense, et puis l'article 73 du Code de procédure pénale qui permettait d'appréhender la personne, puisqu'il avait commis un délit, un vol en l'occurrence. Mais malgré... sont pourvus en justice. Ah oui, mais et la personne avait un casier judiciaire long comme mon bras, hein, voire peut-être un peu plus long encore. Et il s'est pas gêné pour dire que le méchant petit vigile l'avait frappé, mais alors pour aucune raison. Genre, voilà, je l'ai vu sortir de caisse, et je me suis dit, tiens, lui, je vais me le faire. Voilà. Et sans discuter, je l'ai frappé. Bon, les gendarmes qui ont pris le dépôt de plainte ont bien rigolé. Puisqu'il y avait eu un vol, c'était une bagarre générale. La personne, dans la bagarre générale, j'en ai mis un KO, c'est ses copains qui l'ont relevé. Et comme ils ont été au véhicule et qu'ils ont ouvert le coffre, je ne savais pas ce qu'ils avaient dans le coffre. J'ai fait rentrer, à l'époque j'étais chef d'équipe, j'ai fait rentrer toute mon équipe. On a verrouillé le sas. J'avais trop peur qu'ils sortent une arme. Et en fait, ils ont mis leurs copains dans le coffre et ils sont barrés. Et du coup, après, ils ont été déposés plainte. Entre-temps, moi, j'avais déjà contacté les services de gendarmerie qui m'avaient entendu, qui avaient vu les bandes vidéo sur lesquelles on voyait très bien la situation. Donc, la bande vidéo montrait le départ de l'action avec le vol avant qu'ils sortent du magasin, le passage en ligne de caisse,
l'interpellation, le fait qu'ils aillent sur le parking et qu'on se batte. Donc tout ça a été filmé, qu'ils avaient bien porté les premiers coups déjà dans la galerie. Bref, respect de la loi, aucun problème pour moi à ce niveau-là. Ils ont bien vérifié, ils m'ont demandé ce qu'ils en étaient. J'ai dit, le gendarme qui m'interrogeait, j'ai dit, moi je suis persuadé qu'il a un nez cassé, parce qu'au bruit que ça a fait, quand ma chaussure a rencontré son nez, il est clair, et le sang qui a coulé, le nez est fracturé. Donc, comme il avait un très grand nez, ils ont dit, bon, bah, ça va se voir. Ils ont prévenu les hôpitaux, hein, c'est une procédure classique, au cas où la personne irait dans un hôpital se faire soigner, ce qu'elle n'a pas fait. Donc, elle a dû se faire soigner par un de ses copains, mais pas dans un hôpital. Ouais. Mais le lendemain, ou sur le lendemain, je ne sais plus, elle a été déposée plainte à la gendarmerie. Donc, ils l'ont entendu. Le gendarme qui a fait l'OPJ, qui prenait la déposition, a bien dû rire intérieurement, puisqu'il avait vu la bande vidéo. Donc, il a dit oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Puis il a dit ok, d'accord, un instant, s'il vous plaît. Puis il a appelé le procureur en direct en disant monsieur le procureur, je dis j'ai la personne du cas qu'on a eu à Auchan qui est devant moi. Non, 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 pas le chef d'équipe sécurité. Non, 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 le deuxième, le belligérant. Oui, c'est bien lui. Oui, celui qu'on a vu sur la vidéo, oui. D'accord. Eh bien écoutez, à partir de maintenant, vous êtes en garde à vue, monsieur. Il devait être content d'être venu. Voilà. Bah, en plus, c'était pas malin, il était déjà recherché pour d'autres affaires, donc bah, voilà. Mais ça va jusque-là, donc même s'ils savent qu'il y a d'autres affaires qui la recherchent, ils n'hésitent pas. Donc il a perdu, il a été condamné. J'ai hypothétiquement gagné, je crois que ça devait être l'équivalent de 6000 francs. On est encore en francs français à l'époque. Hein. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Même 30 ans maintenant presque. Bien évidemment, pure conjecture, la personne n'était pas sauvable. Mais si moi j'avais été condamné, soit je payais, soit un huissier faisait une saisie sur salaire. Donc ça, il ne faut pas le perdre de vue non plus, c'est la grosse problématique. La chance que j'ai eue, c'était que, j'étais connu honorablement des services de police, ça aide, et puis 2, j'avais une bande vidéo béton, qui prouvait bien que j'avais respecté la loi. Donc par rapport à ce... loi qui dit que la réponse doit être proportionnée, immédiate, et il y a 6 critères. Mais par rapport à ta question, comment éviter la violence, moi, Richard Douyeb, donc, qui est le fondateur de la Fédération européenne de Krav Maga en Europe, en France d'abord, en Europe ensuite, et qui était la personne qui a introduit le Krav Maga en Europe, disait souvent lors de ses stages que le courage c'est comme un muscle, il faut le travailler pour le renforcer. En fait, quand on prépare nos élèves, si on met trop de stress trop tôt, on va l'empêcher de progresser. Il faut mettre le stress au bon moment, et là on pourra booster ses capacités. Un exemple, la défense 360 degrés, donc pour les auditeurs, c'est une défense sur couteau, sur une attaque circulaire au couteau. En Krav Maga, on va bloquer et dans le même temps frapper. Et ça, on travaille dès la ceinture blanche en fait. Mais si on commence à travailler cette défense tout de go, avec directement un shock knife, un couteau électrique, on va induire beaucoup trop de stress et la personne ne pourra absolument pas progresser. Ça va aller à l'encontre de l'objectif recherché. Alors pour préciser, le shock knife du coup électrise légèrement et surtout fait un bruit. Bzzz, bruit. On sait que voilà. Ça va faire. Un crépitement particulier et très sympathique. Voilà. Pour celui qui est du bon côté du couteau. Voilà. A contrario, si on attend un peu, 1 an ou 2, et que l'élève a une bonne défense 360, là, le mettre de temps en temps face à un couteau électrique aura de l'effet, puisque à force de travailler, il va banaliser l'objet. Et ça, c'est un risque. Banaliser un couteau en plastique, après, on voit plus le risque de se faire légèrement entailler par un couteau en plastique. Par contre, dès qu'on remet la dominante électrique, ce fameux crépitement, ces jolies étincelles qui parcourent la lame, et le choc qui en résulte quand on la touche directement avec la peau, ou même avec les habits d'ailleurs, fait que on va être beaucoup plus précautionneux par rapport à la défense. Et donc là, le stress qu'on induit lors de ce travail remet l'église au milieu du village, tout de suite. Et on va refaire progresser notre élève. Mais ça, si on le fait trop tôt, on va le détruire. On va lui faire perdre le peu de confiance qu'il avait en lui. Et plus la personne va monter, plus on va pouvoir travailler différemment. Un exercice, on parlait tout à l'heure, la différence entre un exercice civil et avec les forces spéciales, par exemple, mais que je travaille aussi avec mes ceintures noires, les plus gradées, sur un couteau électrique, ben c'est 2 personnes avec un couteau électrique qui vont vous attaquer, mais sans arrêt. C'est pas une fois un, une fois l'autre, c'est on attaque et puis ben, on fait ce qu'on peut.
Et de temps en temps, on sera touché, mais ça arriverait dans la réalité de toute façon. Mm. Mais ne pas s'arrêter, c'est pas parce qu'on est touché qu'on doit s'arrêter. Si j'étais touché au bras, est-ce que pour autant je dois m'arrêter et me laisser poignarder 18 fois après? Bah non. Si je n'ai pas été coupé profondément et si une artère n'a pas été touchée, bah, j'ai peut-être des chances de m'en sortir. Le sang veineux va s'écouler plus lentement que si c'était une artère où ça va gicler. Donc ce genre de travail permet également de nuancer et de faire travailler différents paramètres. Et puis par rapport à la violence, mettre les élèves ou les stagiaires face à eux-mêmes. Alors je crois que c'est Christelle qui a évoqué mon stage d'été et le parcours de stress, qui maintenant est même carrément un escape game. Oui. C'est un escape game avec assaillants. Voilà, mais vrais assaillants, quoi, pas acteurs. Vrais assaillants. Donc voilà, en fait, ce que je recherche dans ce travail-là, c'est de mettre l'élève face à une situation plausible et évolutive. Et l'immerger dans une réalité alternative, mais qui soit à la fois crédible et prégnante. Je sais pas ce que vous en pensez, les filles. Vous l'avez vécu? Ouais. C'est plausible, c'est prégnant, c'est... À tel point que la personne oublie à un moment qu'elle est dans l'exercice et qu'elle va réagir, mais de manière épidermique. Et là, dans ce moment-là précis, on voit ce que la personne a en elle. Un des cas les plus classiques que je cite par rapport à cet exercice-là, c'est quelque chose qu'on m'avait expliqué quand j'ai commencé à travailler dans la sécurité. Lors d'un incendie, il a été constaté que les gens, dans un hypermarché par exemple, vont toujours essayer de ressortir par là où ils sont rentrés. C'est humain, je connais ce chemin, donc je le reprends. Et ils vont essayer de sortir par l'entrée, même s'ils sont à l'opposé du magasin, et qu'ils sont juste à 2 mètres d'une issue de secours, qui est là pour leur permettre d'évacuer en sécurité. Mais comme ils n'y pensent pas, ils vont refaire le chemin inverse. Et lors d'un parcours de stress assez drôle, donc le but était de rechercher, de récupérer les médicaments qui avaient disparu dans une situation de crise. Ils avaient été dérobés, donc il fallait récupérer ces médicaments, quitte à assommer quelques malveillants en même temps dans la foulée, ou les supprimer, enfin les neutraliser, avec les armes à disposition. Et puis, au moment où on récupérait le sac avec les médicaments, la consigne était donnée à une personne qui était cachée de sortir avec une machette et de hurler en poursuivant la personne et en lui faisant peur. Et le sac était juste à proximité de l'issue de secours, à 2 mètres de l'issue de secours. Christelle, tu l'as vécu? Tu étais même du bon côté de la machette? Exactement. J'étais du bon côté de la machette. Et combien de personnes ont pensé à sortir par l'issue de secours? 2, je sais pas. 2 sur une vingtaine. Max. Ouais. Et juste pour compléter, alors moi effectivement j'ai été l'assaillante, et ce qui était assez flagrant, c'est de voir comment la peur saisit la personne et on sent qu'elle n'est plus en mode rationnel et que c'est quelque chose d'autre qui prend le dessus et donc elle repart en arrière et on voit qu'il y a un truc qui se déconnecte et ça je le voyais puisque c'était moi qui les agressais et donc de voir aussi un autre être déconnecter son côté rationnel, alors qu'on sait tous que c'est un jeu et tout, enfin c'est un jeu, c'est un escape game, c'est une situation factice, c'est intéressant parce qu'on se dit, on est dans un jeu, on n'arrive pas à prendre la sortie de secours, dans la réalité, qu'est-ce que je vais restituer, quoi. Enfin, en tout cas, moi, c'est le constat que j'ai fait. Oui, c'est exactement ça. Le dernier escape game que j'ai mis en place sur le parcours de stress, il y avait une mise en situation volontaire, où la personne était bloquée dans une pièce, sans arme, et où une personne armée allait rentrer, et on l'entendait arriver. Donc la logique ici était quoi? C'était si je ne peux pas combattre, parce que la personne est armée, j'ai aucune chance contre elle, puisque c'était le prérequis qui était donné, il fallait se cacher, se dissimuler. Et bien des personnes sont passées complètement à côté de cette possibilité, alors que j'avais laissé un endroit bien sympathique pour se cacher, à savoir un bureau sur lequel on pouvait se glisser, mais non, des personnes ont paniqué, ont tourné dans la pièce. D'ailleurs, sans vouloir spoiler, il me semble que l'une d'entre elles se trouve dans la pièce, juste à mes côtés. N'est-ce pas, Léa? Oui, mais ce jour-là, j'ai aussi brillé par ma mauvaise foi. Enfin bref, ça a été un moment très glorieux. Non. Ça a été un très bon moment. Dire que tu as été de mauvaise foi, non, c'est un doux euphémisme. Vouloir me faire prendre une sorte de patate pour un triangle, personne n'avait jamais osé me le faire. Clairement, oui, la trigonométrie est une notion un peu subjective. Oui, je t'en prie. Mais d'où as-tu ces idées? Parce que moi, comme je disais dans mon intro, je trouve ça vraiment bien de mettre toujours plus dans le concret. Parce que ce que j'avais aussi trouvé intéressant, c'est que
un moment pendant le stage, tu imagines que tu lances une fausse grenade et donc ça veut dire on fait pas du Krav, on est là pour apprendre à se défendre. Donc la défense c'est aussi ça. Et donc comment tu as ces idées que ce soit le parcours de stress ou l'escape game, comment te viennent ces idées de comment je vais rendre mes trucs plus concrets, parce que une fois de plus je me dis comment tu gardes la motivation et comment tu trouves des idées aussi concrètes quoi, qui comme tu dis soient à la fois plausibles, prégnantes, pas non plus déconnectées de la réalité. Donc comment tu fais ça quoi, parce que le risque c'est des fois que les trucs sont tellement barrés que tu crois pas. Et comment t'inclus la survie autant que la défense? En fait, Ouais. en fait, ce qui se passe, c'est que de par mon métier, j'ai un devoir de veille. Donc, j'analyse constamment les modus operandi des différentes attaques que je peux rencontrer dans le cadre de mes fonctions. Donc, que ce soit le terrorisme, que ce soit une attaque un braquage, que ce soit une attaque directement de chambre forte, que ce soit un tiger kidnapping. Donc, le tiger kidnapping, c'est le fait de prendre une personne à son domicile, de la mettre sous contrainte, en disant je garde ta famille en otage et tu vas dans l'agence me rapporter 300 000 euros. Et fais attention parce que si tu parles ou tu expliques, parce que je te mets un micro sur toi, que tu expliques que tu as une prise d'otage, les membres de ta famille, je les abats. Donc ça aussi, c'est une possibilité. Ça arrive, hein, il y en a, c'est aussi un modus operandi qui augmente, puisqu'on protège tellement bien nos bâtiments que on peut plus l'attaquer de manière frontale, donc on cherche des moyens d'y tourner. Donc tout ça, moi, ça fait partie de mon job. Et puis après, j'ai la chance, comme j'entraîne les forces spéciales, d'avoir des retours d'expérience sur ce qu'ils vivent. Et puis bon, je pense aussi être sans doute un grand malade, ce qui permet d'avoir ce côté imaginatif. Et du coup, de m'amuser à mettre ces situations. Parce que, hormis le fait que les personnes sont stressées quand elles le font, ça reste un très bon moment, une très belle expérience. Tout à fait. Et c'est très amusant d'être de l'autre côté et de tout prévoir en se disant, tiens, moi, qu'est-ce que je ferai là? Tiens, comme moi je sais que je ferai ça, je vais rajouter ce petit point-là un peu bien pervers, et là, ça va les embêter encore un peu plus, et je pense que 90% des gens ne vont pas y penser. Et souvent, c'est juste, puisque les gens sont dans leur routine normale, et ils ne sont pas habitués à avoir ce genre de réflexion. Donc ça reste très très fun. Donc moi, c'est ce qui m'éclate, mais tout en donnant des conseils qui peuvent être applicables dans la vie de tous les jours. Les gens qui ont fait certains stages ont appris comment se prémunir de tirs et comment se mettre à l'abri de manière efficace. Une portière de voiture, ça ne vous mettra jamais à l'abri d'une cartouche. Par contre, si vous mettez derrière le bloc moteur, là vous avez déjà plus de chances de vous en sortir. Vous mettre derrière une poubelle, c'est bien beau, mais ça marche que dans les films, quoi. C'était bon du temps de l'agence touriste où on se mettait dans un tonneau en bois et que les balles de 7,62 ne traversaient pas le tonneau. Mais en vrai, le tonneau est traversé, la personne aussi, il n'y a plus personne qui est étanche. Mais bon, voilà. C'est important d'avoir ces notions-là, je pense. Mais encore une fois, il faut le faire de manière amusante, ludique. Sinon, ça ne va pas passer. Et puis, si on parle de violence, il y a une chose qui est très importante en Krav Maga, et surtout au sein de la FEKM, c'est ce qu'on appelle le combat dur, pour les passages de grade. Et là aussi, ça c'est clairement une des choses qui m'a fait choisir le Krav Maga. Le premier stage où j'ai découvert le Krav Maga, c'était à Paris, à Trévise, avec Richard. Et j'ai eu la chance c'était un stage d'hiver, j'ai eu la chance d'assister à un combat dur. Le premier que je voyais. Je m'attendais à tout sauf à ça. Donc, moi j'étais champion de karaté à l'époque, j'avais un petit passé martial. Ok, j'avais vu de la boxe française aussi. Je dis bon, ils vont boxer quoi. Ah non, ils n'ont pas boxé. Ils se sont battus. C'est pas pareil. On voyait bien qu'il n'y avait plus de règles en tant que telles. Il y avait des coups de pied à les parties génitales, il y avait des gros coups de poing, on voyait des coups de tête qui se donnaient mais qui n'étaient pas portés. Des projections au sol, le gars a retiré les gants, il a montré qu'il avait mis les doigts dans les yeux. À un moment, il y a eu un renversement au sol, le gars avait aussi retiré les gants, il montrait qu'il prenait la tête et qu'il a cogné au sol. Et quand j'ai vu ça, je me dis, mais waouh, mais c'est exactement ça que je veux faire. Parce que c'est ça qui va se passer dans la réalité. À un moment, il y en a même un autre qui a montré qu'il mordait. Mais c'est juste, c'est vrai, et c'est efficace. Donc, le combat dur résume tout. Et en fait, pour des gens normaux, qui ne viennent pas de discipline de sport pied-point, c'est une énorme épreuve.
Et entre guillemets, je dirais qu'il faut être couillu pour faire ce genre d'épreuve, qu'on soit homme ou femme. Au verré. Voilà, j'allais le dire. Ils ont les avoir bien accrochés dans les deux cas. Parce que ça travaille, on le voit, les gens qui travaillent, ça les travaille, mais c'est normal, c'est le but. Et pour faire un combat dur, pour aller au bout sur un combat dur, il faut juste du courage. C'est ce qu'on demande. Du courage, de la lucidité, le respect du partenaire. Hein, et si je peux l'occasion de porter un coup très dangereux, ben, je ne le donne pas, je le simule. Que ce soit un coup de tête ou un coup dans la colonne vertébrale, par exemple, eh ben, on va le simuler. Et l'instructeur qui arbitre le combat le voit. À ce sujet-là, moi j'ai une anecdote qui est énorme. J'ai une élève qui est avocate à Luxembourg, donc petit gabarit en plus, très policée, enfin tout ce qu'on attend d'une avocate à Luxembourg, avocate d'affaires, très gentille, une petite voix délicate, et quand elle devait passer sa ceinture verte, elle a dû faire un combat dur, et dans sa catégorie de poids, en femme, je n'avais qu'une personne qui, elle, était un peu sauvageonne dans sa façon de combattre. Elle n'avait pas peur de combattre contre des hommes, ce qui n'était pas le cas de mon avocate. Et je me suis dit, bon, bah tant pis, je vais devoir les mettre ensemble, j'ai pas le choix. Mais si je vois que ça va trop loin, je ferai poursuivre en souple et je donnerai en consigne qu'elle lui mette la pression, mais sans lui faire mal, parce que le but, c'est pas de détruire la personne, c'est juste de voir son courage et si elle arrive à se protéger correctement. Allez, au fight, au signal du combat, boum! La première met une énorme patate à mon avocate qui s'en prend une en pleine face. Paf! Et là, le regard change. J'ai ma petite avocate policée qui s'est transformée en tigresse. J'aurais jamais cru, j'aurais pas parié un copec qui aurait été capable de faire reculer l'autre. Ça a été une succession de pas, mais elle s'est déchaînée, elle s'est révélée, elle s'est transfigurée dans cette épreuve. À tel point qu'à un moment, j'étais limite de la calmer par rapport à l'autre, qui ne reculait pas quand les hommes attaquaient, mais qui a dû reculer parce qu'elle s'est pris un déluge de coups. Ça l'a transformée complètement. Elle s'est révélée sur cette épreuve. Et elle n'en avait pas conscience. Après, j'ai dû lui faire... Heureusement, le combat a été filmé. Donc, je lui ai fait revoir son combat. Et là, elle a compris. Elle me dit, mais c'est pas moi. Ouais. Je dis, mais si, c'est toi. C'est toi. Et c'est toi à l'instant T. Je dis pas que demain, tu pourras le faire dans tous les cas. Mais là, à l'instant T, alors que tu étais face à l'épreuve, bah, tu as pu le faire et tu l'as fait magnifiquement. Là, en termes de courage et de confiance en soi, la personne elle est montée de 3 niveaux d'un coup. Après, il ne faut pas être trop confiant. Oui. Mais ce n'est pas le cas. Elle raisonnait correctement. Mais elle a vu de quoi elle était capable. Et je lui dis honnêtement, comme tu as frappé là, même un homme, tu l'aurais fait reculer. Parce que waouh, le nombre de coups aux parties génitales qui sont passés, ça pique un peu. Donc voilà, c'était une véritable lionne ou une tigresse. Donc, et c'est toujours pareil, c'est une maxime que j'utilise souvent. Ne pas prévoir, c'est déjà gémir. Si vous ne vous préparez pas en amont, vous ne pourrez pas faire face au moment venu. Ou alors vous ferez face avec beaucoup moins de possibilités d'action. Et si on n'a pas le choix, si on ne peut pas éviter la confrontation, dans ce cas-là, il faudra faire face avec détermination. Et c'est là que tous les automatismes que vous avez appris auparavant vont payer, si bien sûr vous êtes en mesure de répliquer. Si vous êtes pris un coup de batte de baseball dans la tête, il y a peu de chances que vous soyez encore en mesure. Mais si ça ne vous a pas complètement assommé, il faudra se défendre. Je rappelle, vous avez 3 étapes possibles suite à une agression, par rapport au stress intense: la lutte, la fuite ou la sidération. C'est classique. Et ça dépend de votre état de forme du moment et de la gravité de la menace. En clair, si vous êtes menacé par un vieillard unijambiste et manchot, désarmé dans la rue, vous pourrez choisir facilement de fuir sans trop de risque, même à cloche-pied, de manière égalitaire, ou de le combattre. A contrario, si vous avez affaire à un Golgoth, alors Golgoth pour les moins de 25 ans, un gros monstre très puissant, donc un Golgoth de 2,20 m affichant 120 kg et armé d'une tronçonneuse en état de fonctionnement, dans une impasse, là le choix sera beaucoup plus réduit et vous aurez beaucoup plus de chances de subir l'état de sidération. À ce propos, vous l'entendez dans votre tête, le bruit de la tronçonneuse là ? Ouais, comme le coup. Tout à fait. Oh que oui. Alors, bien sûr, la qualité de la préparation joue également. Si vous perdez 50% de vos moyens de réaction suite à un stress intense, mais que votre préparation vous a donné un potentiel de réaction de 150% par rapport à une personne normale, vous aurez forcément plus de chances de vous en sortir que si vous perdez 70% de vos moyens avec un potentiel de réaction normale de 100%. Dans le premier cas, vous seriez à 75% d'opérationnalité. Dans le second cas, à peine 30%. Le fameux « la sueur épargne le sang » prend là toute sa mesure. Et bien sûr, comme on se défend toujours mieux contre quelque chose que l'on connaît, ça explique la pertinence des défenses du Krav Maga.
que l'on soit debout, assis, couché, avec ou sans armes, dans le noir, par exemple aussi. Aucune attaque ne doit nous être inconnue. C'est un peu notre logique d'action, en fait. Ai-je répondu à votre question? Parfaitement. Yes, merci beaucoup.